Ok, Parfait. on s'entend bien, c'est bon? Parfaitement, Gauthier. Très bien. Je vous réentends, donc c'est tout bon. Et bah super. Bon bah on va pouvoir commencer. Donc bonsoir tout le monde. Gauthier d'Avrinville-Simonato. Donc je suis étudiant en pharmacie à Grenoble et encore pour quelques petits jours président de l'association des étudiants en pharmacie de France. Voilà, je vais pas vous embêter trop longtemps. La rapide introduction donc pour présenter Younes. Donc Younes Telali, ancienne, enfin non, mais pas ancien étudiant, encore étudiant pour peu de temps, mais encore étudiant. Donc qui travaille pour NIL. NIL, c'est donc un cabinet d'affaires publiques avec qui on travaille depuis maintenant un bon moment et avec qui on entretient des très bonnes relations, notamment à travers, donc ils organisaient avant le confinement bien sûr des rendez-vous donc mensuels qui étaient hebdomadaires, qui étaient les cafés NIL, donc avec qui on pouvait échanger avec énormément d'acteurs du monde de la santé, très enrichissants et toujours des sujets très intéressants. Et donc un des autres axes de travail qu'on a pu développer, notamment grâce à Younes, donc qui est à Nîmes. Donc on a pu travailler sur le think tank Europe de la santé, donc que Younes va vous présenter, qui avait pour objectif voilà de créer cette réflexion entre étudiants en santé, que ce soit de l'ANEP, mais aussi des autres fédérations étudiantes et aussi des internes, avec la présence des internes en médecine, étudiants en soins infirmiers et j'en passe, d'avoir voilà une réelle réflexion autour de la stratégie de gouvernance en santé et en général, tout simplement, qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe, qu'est-ce qu'on veut, quelle place on doit donner à l'Europe aussi, tout simplement dans l'avenir et pour le système de santé. Aujourd'hui, c'est énormément des réflexions dont on a besoin et dont aussi les institutionnels sont demandeurs, que ce soit au niveau national, donc au niveau des ministères ou européens. Donc voilà, bah, Younes, je peux te laisser la main. Je vais te laisser te présenter mieux que je ne l'ai fait, je pense. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite à tous très bon courage. Merci beaucoup, Gauthier. Alors, du coup, je me représente très rapidement, Younes Telali. Je suis étudiant en pharmacie à Grenoble encore, 6e année industrie, et je suis en parallèle un master sur les thérapies géniques, toujours à Grenoble, et j'ai eu la chance de décrocher mon CDI avant la fin de mes études, et c'est comme ça que je suis devenu consultant chez NIL, donc une agence d'affaires publiques dédiée aux acteurs de santé. Pour vous présenter rapidement l'Europe de la santé, donc c'est une initiative qui a été créée fin 2018 dans le cadre des élections européennes où, avec Olivier Mariotte, donc le président de NIL, Olivier Mariotte m'avait chargé de rassembler les jeunes, les organisations étudiantes et de jeunes professionnels pour rédiger un manifeste et organiser un colloque pour les élections européennes. C'est ce qu'on a réussi à faire avec des contraintes de temps importantes. Et on avait réussi à rassembler autour de la table 5 partis politiques, les écologistes, la France insoumise, la République en marche, les Républicains et le Rassemblement national, pour les challenger un peu sur des propositions qui avaient été formulées par les jeunes à la suite d'un certain nombre d'entretiens qui avaient été menés. L'action de l'Europe de la santé ne s'est pas arrêtée à ce colloque, puisque les acteurs avaient l'envie de travailler avec nous. Donc on a continué à développer un petit peu le think tank qui s'articule aujourd'hui autour de 7 thématiques. De tête, on a tout ce qui a trait au numérique, à l'intelligence artificielle, la démocratie en santé, les stratégies d'influence au niveau européen, la gestion de crise et les solidarités. On a également la mobilité étudiante, la qualité de vie au travail. On a réalisé un certain nombre d'entretiens cette année, notamment dans le cadre du Ségur de la santé également, parce que l'objectif actuellement pour le think tank, c'est d'acquérir une certaine notoriété et légitimité au niveau national avant de se lancer plus concrètement dans des actions au niveau des instances européennes. Vous allez le voir là quand on va dérouler un petit peu le sujet sur le numérique en santé. Et ben, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Du coup,
J'ai préparé un petit PowerPoint pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, à savoir le numérique au sein de l'Union européenne. Et je vous ai mis à disposition également une petite note dans l'onglet Files. Vous y retrouverez, vous retrouverez un petit peu par écrit le contenu de mes propos pour ceux qui veulent une trace écrite. Comme ça, pas besoin de prendre de notes. Vous avez le petit chat à droite. Je vous encourage à l'utiliser pour me poser vos questions, m'interrompre si jamais il y a besoin. J'essaierai autant que faire se peut de répondre à vos questions. Du coup, ce qu'on va faire, on va attaquer ce point-là via 4 axes. Dans un premier temps, on va voir le financement européen du numérique. Vous allez voir qu'il y a quand même de l'argent qui est mis sur la table pour développer le numérique. On verra la gouvernance de ce financement, à quelle échelle tout ça se joue. Je vais vous parler du marché unique du numérique, ensuite de la stratégie numérique pour l'Europe, et on verra très concrètement si ces financements, si ce marché unique, si cette stratégie numérique a fonctionné dans le cas de l'épidémie, de la crise sanitaire Covid-19. Les objectifs. Donc, ce que j'aimerais pour cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est que vous puissiez identifier les sources de financement européen du numérique, donc y compris dans le champ de la santé. Vous allez voir qu'il y a différents champs qui sont finançables à l'échelle par les fonds européens, que vous puissiez comprendre les enjeux géopolitiques du numérique au sein de l'Union européenne, et ça c'est ultra important pour, ne serait-ce que quand on monte des stratégies d'influence à l'échelle européenne, comprendre les interactions que les différentes instances et que les différents États entretiennent entre eux, et mettre en regard la stratégie européenne en matière de numérique à la réalité du terrain. Donc c'est voir si finalement les stratégies européennes qui sont mises en place, le dialogue, les interactions entre les différents acteurs, ou pas. Avant, je voulais vous présenter rapidement Neil. Gauthier l'a déjà fait. Simplement pour vous dire, bon, on est une petite agence, il y a seulement 10 salariés, mais on travaille énormément. À côté de notre activité d'affaires publiques, on a une activité de market access. Donc, on accompagne un certain nombre d'entreprises, notamment des entreprises qui développent des solutions numériques et qui développent des thérapies ultra innovantes. On essaye d'animer le débat public au travers du Café Neil et des notes de Neil. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour les recevoir si vous le souhaitez. C'est totalement gratuit en plus. Et on encourage les réflexions autour du système de santé. On a une grosse activité, une grosse partie de notre temps en fait, qui est dédiée à l'animation de think tank. Je vous en ai mis un certain nombre. L'Observatoire de la régionalisation 007, c'est Orphan Organization 7, qui en gros œuvre qui aide de jeunes entreprises start-up à produire leurs médicaments à ramener la production de médicaments très très innovants en France et de trouver des solutions pricing autour de ces thérapies qui sont relativement onéreuses. Rhesus, où là on parle surtout de l'impact des déterminants de santé comme l'aménagement du territoire, l'Europe de la santé, on vient d'en parler, le club PLFSS, où là on mène une action particulière dans le cadre des négociations du PLFSS. On prépare ça à partir de mars, et puis entre mars et décembre, on a une grosse activité où on fait venir des décideurs, on met des acteurs autour de la table, donc des patients, de l'industrie de la santé, des professionnels de santé, des mutuelles, etc. etc. Et le tout dernier think tank qui a vu le jour très récemment, il y a quelques semaines seulement, c'est Vaccination et Lien social. Là, l'objectif de ce think tank, c'est de promouvoir le vaccin au sein de la population, et au sein de la population qui doute, sans s'en prendre frontalement aux anti-vax. Donc, on essaye d'investir de nouveaux terrains qu'on n'a pas l'habitude d'investir en tant que cabinet d'affaires publiques, comme les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, et on travaille en étroite relation avec
les pouvoirs publics, les producteurs de vaccins, les associations de patients, toujours dans cette optique où on essaye de créer les alliances les plus larges possibles. Bon, je ne vois pas de questions sur le chat par rapport aux activités de Neil, donc je vais pouvoir passer à la suite. N'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Donc, le financement européen du numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé à s'intéresser à la question du numérique à l'échelle européenne, à peu près à partir des années 1990. Et en fait, la question s'était posée pour les technologies de l'information et de la communication. Et tout l'intérêt des TIC, donc technologies de l'information et de la communication, en fait, réside dans leur capacité à moderniser les infrastructures telles que les hôpitaux ou les universités. Et actuellement, on se voit pas travailler, enfin, je vois mal un hôpital ou même un professionnel de santé libéral travailler sans le haut débit, sans Internet. Donc, entre 2014 et 2020, on a à peu près 944 millions d'euros qui ont été dédiés au financement de projets en lien avec cette technologie. Donc ces 944 millions d'euros, d'où ils viennent? Ils viennent du FEDER. Le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional qui a été créé en 1975. Donc, 1975, c'est une période un petit peu particulière. Ce sont les années Reagan et Thatcher. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était donc président américain et première ministre anglaise qui ont amorcé le gros courant ultralibéral dans les années 70. Donc, il a fallu pour l'Union européenne répondre aux contraintes qui s'imposaient à eux, et c'est comme ça qu'il a été décidé de financer l'action, le développement territorial régional au sein de l'Union européenne, officiellement pour réduire les inégalités au sein du territoire de l'Union européenne. Donc, ce que je vous disais, entre 2014 et 2020, je vous parlais d'un montant de 944 millions pour les seules technologies de l'information et de la communication. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le FEDER pour la France, c'est 8,4 milliards d'euros. C'est assez conséquent. Il y a quatre missions essentielles qui sont financées par le FEDER. C'est ce qu'on appelle, en fait, au niveau de l'Union européenne, des concentrations thématiques. Je vous expliquerai juste un peu plus tard en quoi ça consiste, mais en gros, on a 4 champs qui sont financés par le FEDER: la recherche, innovation, l'amélioration de la compétitivité des PME, donc petites et moyennes entreprises. C'est là que la grande majorité des fonds vont. Le développement du numérique, ce qu'on vient de voir, et la transition écologique. Donc là, c'est accompagner en fait les entreprises dans leur transition écologique, que ce soit au niveau de leur production ou de la responsabilité sociale et environnementale, etc. Et ce fonds, il est géré par le conseil régional ou les conseils régionaux. Donc, ce n'est pas une enveloppe qui est gérée par le ministère de l'économie ou par le ministère des comptes publics. Donc, ça se joue au niveau régional. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonds peuvent être captés par des associations, ils peuvent être captés par des entreprises ou également par des collectivités territoriales. C'est important, ça montre que finalement, la société civile, au travers des associations, a une carte à jouer dans le développement de projets en lien avec le numérique. Donc ça vous concerne vous, y compris en tant qu'associatif. Donc voilà pour le premier point, le financement. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est celui du marché unique du numérique. Donc le marché unique du numérique, lui, a été créé en 2015 et il s'articule autour de 4 priorités. Vous avez, donc je vous les ai mises là sur le petit schéma: l'esprit d'entreprise et la croissance des PME, la cybersécurité et la confiance, l'infrastructure et le haut débit, et tout ce qui est lié à la transparence
Et c'était notamment tout ce qui est lié à la transparence sur les frais de livraison qui étaient appliqués selon les pays concernés. Donc voilà un petit peu ce que c'est que le FEDER. Et voilà les grandes priorités du marché unique du numérique. Et on va voir plus tard qu'il y a plutôt un tour du marché du numérique, et notamment sur tout ce qui concerne la question de la souveraineté numérique. Alors, on a des priorités politiques, on a du financement qui apparaît au travers du FEDER notamment, donc c'est le fonds qu'on vient de voir, mais on a des financements qui sont adossés à d'autres thématiques, donc je vous en avais cité 4, mais on a également la question de l'emploi, on a la question de l'éducation et la formation, la transition énergétique, l'inclusion sociale, les transports, le changement climatique et la capacité administrative. En gros, de là découlent des réformes très concrètes en France, par exemple l'impôt à la source. On en est où avec le haut débit en France? Parce qu'il existe des zones blanches, mais est-ce que les hôpitaux cliniques sont touchés? Tout ce qui est public, en fait, est touché par les fonds européens. Et l'un des objectifs, c'est de développer l'action publique en France par le biais du numérique, parce qu'on estime qu'en fait, ça va être un gain d'efficience qui sera suffisamment important pour améliorer la qualité de travail des personnels, pour améliorer la qualité de prise en charge des patients, et surtout, on va le voir encore après, il y a surtout un intérêt économique où l'objectif, ça va être de miser sur miser sur le numérique pour maintenir la croissance économique au sein de l'Union européenne. Donc, tout le monde est concerné par les objectifs, sur donner l'accès au haut débit à l'ensemble au plus grand nombre, l'ensemble de la population. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif que le Conseil européen s'est donné lorsqu'il a pensé ce marché unique du numérique. Donc, le champ de la santé est tout à fait concerné par cette priorité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un autre fonds potentiellement que vous pouvez connaître, c'est celui qui finance par exemple Erasmus+. Erasmus+, c'est financé par des fonds européens. Le fonds en question, c'est le Fonds social européen, qui s'appelle maintenant, il me semble, FSE+, depuis l'année dernière. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de fonds qui existent. Il y en a également pour le développement rural. Et l'objectif, c'est de favoriser la prise d'initiative des acteurs régionaux dans le développement du numérique, dans le développement d'initiatives dans le champ de l'éducation. Enfin, je vous en ai cité 11, elles sont toutes, ces 11 champs sont dans la note que je vous ai mise en pièce jointe, donc n'hésitez pas à la reprendre, vous y retrouverez l'essentiel des informations. Je pourrais vous en faire une autre sourcée si vous voulez, pour que vous puissiez aller voir directement les documents qui sont les documents officiels. Et l'ensemble de ces fonds sont ce qu'on appelle les fonds européens, structurels et d'investissement. Ok, donc le marché unique du numérique, ces 4 priorités. Et une fois qu'on a défini des priorités avec un S, qui régule le marché du numérique. Donc, je vais être plutôt honnête, je ne sais pas qui régule le marché du numérique. A priori, on a des tentatives de régulation du marché du numérique
par les États. Et c'est notamment par cette tentative de régulation qu'on a des règlements qui émergent, notamment les RGPD, qui a été renforcé en 2016 et qui est rentré en application en 2018. On a d'autres tentatives de régulation, notamment par le biais de la fiscalité, et c'est en ce sens-là que la France, notamment, avait énormément poussé pour taxer les GAFAM. Donc, les GAFAM, pour information, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc, on a deux leviers pour la régulation du marché du numérique. Et de manière générale, de toute manière, c'est les deux leviers dont les États disposent pour réguler un marché. Donc, la réglementation. Après, on sait que finalement, pour transposer une norme européenne au niveau national, on a toujours un laps de temps qui est assez important. On le voit pour le RGPD, mais si vous regardez par exemple ce qui se passe pour les dispositifs médicaux, on a pareil une réglementation à l'échelle européenne qui va transparaître au niveau de la réglementation nationale. Et c'est des mesures qu'on a notamment vues dans le cadre du PLFSS avec l'application par exemple d'une clause de sauvegarde pour les dispositifs médicaux. Et on a la question de la fiscalité, où là, on va faire en sorte que les gens payent simplement leurs impôts, en lien avec la législation en vigueur dans les sièges sociaux qui hébergent les dites sociétés. J'espère que j'ai répondu à la question, Marielle. N'hésitez pas à me recouper si jamais je réponds un peu à côté. Donc, des priorités aux propositions, c'est ce que je disais. L'idée, c'est de rendre un peu plus concret la volonté qui était apparue au moment de la création de ce marché unique du numérique. Donc, parmi les propositions qui avaient été formulées par le Conseil européen, et là encore, je vous ferai une version de la note où vous pourrez aller voir directement ces propositions, il y a lever les derniers obstacles à la libre circulation des biens et des services vendus en ligne. Donc là, en tant que futur pharmacien, il y a peut-être quelque chose qui peut faire tilt, c'est la question des médicaments qui peut être concerné par cette mesure-là. Il y a veiller à disposer d'outils d'investissement efficaces et créer un climat plus favorable à l'innovation en visant plus particulièrement les PME et jeunes entreprises. Donc là, je ne sais pas s'il y a des mesures bien concrètes qui ont été prises ou pas. Assurer la libre circulation des données. Et ça, c'est particulièrement important, surtout en période de Covid, parce que ça a été réaffirmé dans le dernier discours que Ursula von der Leyen a fait à la Commission européenne, où l'un des objectifs pour la stratégie du numérique, qui a été réformée en 2020, c'est de vraiment exploiter tout le potentiel des données de santé et des données de manière générale pour favoriser l'essor du numérique. Évaluer le rôle des plateformes et des intermédiaires en ligne. Des plateformes, vous en connaissez, Amazon en est une. Et il y a certains géographes qui parlent même... on a beaucoup de plateformes qui font parfois concurrence à l'État. Et ça pose quelques problèmes éthiques qui ne sont pas résolus encore. Mais voilà, c'est l'idée de dire que finalement, c'est les GAFA. Est-ce que tu peux préciser la question ? Oui, ok, d'accord, je comprends. Oui, les GAFA sont des plateformes. Les GAFA sont des plateformes. Et en fait, la plateformisation de l'économie offre des ouvertures qui sont très intéressantes. Si vous prenez le cas de Amazon, par exemple, Amazon, finalement, initialement, s'est spécialisé dans un domaine très précis. De tête, il me semble que c'était simplement la vente de livres. Et on voit que maintenant, il se retrouve à gérer
à gérer des fonctions qui sont bien plus élargies que ce qu'ils faisaient initialement. Et ce ne serait pas étonnant de voir Amazon, on le voit déjà aux États-Unis, avec le rachat de PillPack notamment, ce ne serait pas étonnant de voir Amazon dans le champ de la santé. Google a déjà investi le champ de la santé, Apple l'a fait également, alors que finalement, c'est des entreprises qui initialement, en fait, la santé, c'est pas leur cœur de métier. Donc, voilà les atouts de la plateformisation et le fait qu'on ait des superpuissances comme les GAFAM touchent à ce point le marché européen, les comportements, la consommation des citoyens européens, ça pose justement cette question de la souveraineté numérique que j'évoquais tout à l'heure, et la question de la souveraineté numérique qui s'est une nouvelle fois posée dans le cadre de la crise sanitaire, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu une forme de concurrence entre les applications qui étaient développées par les États membres et des applications qui étaient développées par Google et Apple. Et certains États ont fait le choix de développer leur propre application et des pays comme l'Italie, finalement, se sont tournés vers Google et Apple. Alors, pas d'autres questions. Renforcer les compétences numériques. Donc, là, les compétences numériques, c'est attrait à la formation initiale, à la formation continue. Je pense que l'ANEP fait même mieux placé que moi pour en parler. Mais voilà, sur la formation initiale, je ne suis pas sûr que tout le monde soit armé, tous les futurs professionnels de santé en tout cas, soient armés de manière suffisante pour faire face aux défis numériques. Et on l'a encore vu au moment de la crise, où même les jeunes professionnels avaient du mal, par exemple, à se saisir des plateformes de télémédecine. Et encourager l'administration en ligne, là c'est tout bête, c'est par exemple le prélèvement à la source des impôts. Est-ce que l'Europe a pour ambition de créer une vraie plateforme comme celle des États-Unis et de la Chine? Et sur quelle temporalité, suite à la crise du Covid notamment? Alors, oui, l'Europe a l'ambition de créer des leaders européens en matière de numérique. Et le premier champ dans lequel on commence à le voir, en fait, c'est dans le champ de l'audiovisuel. Et je ne sais pas si vous avez vu très récemment, en fait, c'est juste avant que la plateforme Disney+ sorte, il y a les opérateurs télécoms, notamment Orange, qui commencent à sortir leur propre plateforme en ligne pour tout ce qui concerne l'audiovisuel. Donc séries, films, etc., etc. Donc oui, il y a la volonté de l'Europe de créer des champions européens en matière de numérique. Sur quelle temporalité? Eh ben, écoute, on va voir ce que ça va donner déjà sur 2020-2027. Je sais que sur le cadre financier pluriannuel qui va passer à la Commission, eh ben, c'est une ambition qui a été donnée, et créer des champions, mais pas qu'en matière de numérique. C'est la question de la souveraineté, elle est vraiment dans tous les champs de l'économie. Et l'objectif, c'est d'atteindre, pour l'Union européenne, c'est d'atteindre cette souveraineté pour être compétitif à l'échelle internationale. Mais toute la difficulté de l'Union européenne, c'est qu'on a des États différents déjà, et on a des États qui aussi ont des situations socio-économiques qui sont différentes, des économies qui fonctionnent de manière différente, et dans le champ de la santé, des systèmes de santé qui sont éloignés les uns des autres. Donc, pour trouver une forme d'harmonisation, c'est plus compliqué qu'en Chine, par exemple. On a quelque chose de très très centralisé et de très descendant également. Après, dans le détail, il faudrait regarder la stratégie, le cadre pluriannuel financier pour 2020-2027, voir ce qu'il y a exactement là-dedans. Et je pense que tu auras des éléments de réponse un peu plus étayés. Je pourrais le mettre également dans les fichiers si vous le souhaitez, pour que vous puissiez le récupérer un peu plus tard.
Ok, donc des priorités aux propositions et des propositions au déploiement. Donc là, je vais pouvoir passer un peu plus rapidement. Mais voilà, c'est le RGPD qui a été actualisé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, où là, on avait pour objectif de répondre à la priorité de la cybersécurité et de la protection des données. Donc, l'un des objectifs majeurs, notamment pour le consommateur, c'est de dire ma donnée, une fois que je la donne, en fait, l'organisme qui collecte cette donnée est capable de retracer tout cheminement qu'elle va faire. Le blocage géographique. Donc, parfois, il n'était pas possible d'accéder à certains services d'autres pays. Donc là, normalement, le blocage géographique a été interdit. Wi-Fi for EU. Donc ça, c'était un projet qui a été développé par la présidence maltaise, donc du Conseil de l'Union européenne, je crois, pas de l'Europe, pas du Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne. Et en fait, l'objectif, c'était de donner un accès gratuit au Wi-Fi dans tous les espaces publics. La portabilité des services numériques, ça, c'est particulièrement intéressant et particulièrement utile dans le cadre de la crise Covid. En fait, la portabilité des services numériques, c'est dire, j'ai mon compte Netflix en France, et en fait, avant que la portabilité des services numériques ne soit possible, vous ne pouviez pas utiliser votre compte Netflix en Allemagne. C'était pas possible. Et depuis qu'on a permis cette portabilité des services numériques, en fait, dès lors que vous bénéficiez d'un service numérique dans un des États membres, ce service numérique est portable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et l'administration en ligne, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, finalement, la stratégie numérique pour l'Europe, donc la stratégie, alors si mes souvenirs sont bons, la stratégie numérique pour l'Europe, c'est 2010, et elle a été réactualisée en 2014, une première fois, puis une deuxième fois en 2020, donc très récemment, en février 2020, et évidemment, le champ de la santé y échappe pas forcément. Donc, dans la stratégie numérique pour l'Europe, on a la question des villes intelligentes. C'est tout ce qui concerne notamment l'Internet of Things. Et l'idée, on a ça dans certaines villes aux États-Unis, où c'est notamment porté par les GAFAM. Donc, vous voyez un petit peu toute l'ampleur et tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière la récolte de données. Mais si vous voulez, on a des petits capteurs dans certaines villes américaines, des petits capteurs qu'on met sur la route, et ça permet, par exemple, de détecter les accidents de la route. Donc là, il y a un enjeu en termes de sécurité routière. Mais la question, c'est à quel opérateur on va confier la création de ces villes intelligentes, parce qu'il y aura besoin de systèmes de vidéosurveillance, il y aura besoin de capteurs sensoriels et de toutes ces choses-là pour pouvoir faire de ces villes des villes intelligentes. Un autre enjeu important de la stratégie numérique pour l'Europe, c'est tout ce qui concerne la santé en ligne. En France, on l'a décliné de différentes manières. On a la télémédecine, le télésoin, la téléexpertise. J'en ai peut-être oublié, mais c'est les trois principaux que j'ai en tête. Et on voit que, en fait, on a beaucoup de mal à faire essaimer ce type de technologie au sein des territoires. La crise a permis un peu de faire exploser le nombre de téléconsultations, mais on reste bien en deçà de ce qu'on peut voir dans des pays scandinaves, par exemple. Donc là, il y a un réel enjeu, et ça passe notamment par la formation. Formation continue, formation initiale, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'il y a des enveloppes qui peuvent être allouées à ce type de projet. Donc, s'il y a des projets de formation de la part
d'association parce que vous avez décidé de mener cette bataille-là qui n'était pas forcément prise à bras-le-corps par les facultés de pharmacie, sachez que vous avez des financements qui existent. Sans oublier de faire des partenariats avec des gens qui ont une certaine expertise dans le champ de la télémédecine. Et l'assistance aux personnes âgées. Ce point-là, il est important. Il est important parce que, en France, par exemple, on vient d'acter la création d'un cinquième pilier sur la sécurité sociale avec l'autonomie et la dépendance, le grand âge. Et en fait, toute l'économie qui tourne autour de l'assistance aux personnes âgées, c'est ce qu'on appelle la silver economy. Est-ce que la santé en ligne, ça signifie aussi e-pharmacie européenne? Par exemple, alors, dans la stratégie qui a été définie par l'Union européenne, par le Conseil de l'Europe, la e-pharmacie n'est pas mentionnée. On parle essentiellement dans le document, et pareil, je vous l'enverrai si vous voulez, de la téléconsultation. Mais en fait, je pense que, et ça, je ne suis pas sûr de moi, mais en fait, comme la téléconsultation doit prendre des noms différents d'un pays à l'autre, ils ont mis santé en ligne, tout simplement. Mais si par e-pharmacie, tu penses à officine en ligne qui peut desservir l'ensemble du territoire européen, je t'avoue que je ne sais pas. Et l'assistance donc aux personnes âgées, la silver economy. Là, en fait, il y a tout un champ sur l'intelligence artificielle et la robotique qui est développé pour automatiser un certain nombre de tâches courantes qui peuvent être réalisées par des robots. Donc voilà, dans le champ, là je vous ai juste cité ce qui concernait le champ de la santé sanitaire, donc les villes intelligentes, la santé en ligne, l'assistance aux personnes âgées. Hop, j'espère que ça va pour tout le monde. Ok, donc officine en ligne. Okay. Honnêtement, Marianne, je sais pas. À développer et je sais pas si j'ai un moyen de rentrer de nouveau en contact avec vous pour vous faire part de l'information, pour vous envoyer tous ces petits documents-là. Ou au pire, je passerai par le bureau national. Hop, donc slide. Ok. Donc, si on fait un peu le bilan, top. Merci Vincent. Si on fait un peu le bilan de tout ce qu'on a vu depuis les 40 minutes là, qui viennent de s'écouler. En 1975, on a la création du FEDER, donc le fameux Fonds européen pour le développement régional, avec pour objectif de gommer les inégalités territoriales au sein de l'Union européenne. Mais rappelez-vous, on est dans une période où on a des courants très 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 libéraux qui se mettent en place et le rythme est dicté à l'époque par Thatcher et Reagan. Donc, il y a un objectif pour l'Union européenne d'être compétitif face à ces puissances-là. Et on estime que le numérique, à partir des années 1990, a un potentiel économique. En tout cas, c'est un champ qui va permettre une croissance économique pour l'Union européenne qu'il est absolument nécessaire d'investir. Au-delà du fait que de toute manière, comme d'un point de vue géographique, il y a de plus en plus de géographes qui s'intéressent à la question, et du côté de la NEP, je pense que ça vaut le coup aussi de partager des réflexions avec la FNEG notamment,
la fédération des géos, mais les nouveaux territoires, en fait, sont numériques. Et tous les jeux d'influence, tous les jeux, de plus en plus de jeux d'influence, de questions de souveraineté, de sécurité également, eh ben, se jouent dans la sphère numérique. Et je pense, je pense que dans les prochaines années, ça va être un champ qui sera assez déterminant, et puis on verra si les stratégies de l'Union européenne ont été suffisamment efficaces ou pas. Donc ce que je vous disais, 2010, c'est stratégie numérique pour l'Europe, donc la première. En 2015, on a la constitution du marché unique numérique. Donc comme tout marché unique, l'objectif, en gros, c'est d'être compétitif. Et donc d'une part, être compétitif d'une part, ça rejoint un petit peu la question que tu posais, Marianne, tout à l'heure, sur la volonté de l'Union européenne de concurrencer les États-Unis et la Chine sur ce champ-là. Donc ce que je te disais, c'était que oui. Et là, je redis que oui, la volonté, c'est de créer des champions européens. Et c'était réaffirmé dans le discours de la présidente de la Commission européenne au moment de son élection, l'année dernière, il y a 2 ans. Donc constitution du marché unique et établissement de règles communes qui se matérialisent notamment par le RGPD. En 2016, on a l'application des procédures. C'est ce que je vous disais. Je faisais mention tout à l'heure du RGPD, de l'interdiction du plagiat géographique, du projet Wi-Fi for EU, de la portabilité des services numériques, de la fin des frais d'itinérance. Typiquement, en fait, quand vous prenez votre téléphone et que vous allez dans un pays membre de l'Union européenne, eh ben, vous payez pas de frais Internet supplémentaires. Quelles sont les plus grandes réticences au niveau européen allant à l'encontre du numérique en santé, puisque le coût n'a pas l'air d'être une préoccupation majeure? Alors, je pense que je vois 2 raisons. La première raison, c'est qu'en fait, les questions de santé sont de l'apanage des États membres. C'est la question de la subsidiarité. Quand on avait fait notre colloque en 2018, dans le cadre des élections, en 2019, pardon, dans le cadre des élections européennes, on avait questionné Philippe Juvin, qui était député européen sortant les Républicains, sur la question de cette subsidiarité. Est-ce qu'on n'avait pas un peu plus de commun dans le champ de la santé? Bon, il nous a répondu que non, de manière assez dogmatique. Et finalement, on voit que le Rassemblement national a porté à peu près la même position, et il en était de même pour la France insoumise et les écologistes. La République en marche a fait preuve d'un peu plus d'ouverture, notamment dans le champ de la santé environnementale, de la prévention. Mais sur tout ce qui concerne le numérique en santé, je pense que l'une des raisons, c'est chaque État gère son système de santé comme il le souhaite. La deuxième raison, sur les réticences à l'encontre du numérique en santé, je pense que ça concerne la protection des données de santé. La question se pose quand on traite des données de manière, les données qui sont générées par les consommateurs de manière générale, mais sur des questions de santé, quand on est sur un champ, une thématique qui est aussi importante de la santé et qui finalement est un droit pour le citoyen européen, la question de est-ce que en fait, la collecte et le traitement des données de santé peuvent engendrer des inégalités dans l'accès aux soins se pose, et c'est légitime, et je pense qu'il y a un frein à ce niveau-là. Et le troisième frein que j'identifie, après c'est mon analyse personnelle, hein, peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur certains points, il n'y a aucun problème avec ça. Le troisième point que j'identifie,
c'est celui de la culture. Je pense que finalement, nos professionnels de santé n'ont pas cette culture du numérique. Et tout à l'heure, j'étais à un webinar euh, du Conseil national du numérique et l'une des rapporteurs, en fait, nous expliquait son expérience personnelle. Elle expliquait en fait qu'elle était malade chronique, que la crise l'avait beaucoup affectée parce qu'elle a été atteinte du Covid et le médecin traitant qu'elle avait initialement était incapable, n'était pas sur les plateformes de téléconsultation. Pas de consultation, pas de téléconsultation possible. Elle a dû changer de médecin. Un médecin qui était sur la plateforme Doctolib et avec lequel elle va téléconsulter. Donc là, le médecin lui demande l'ensemble de ses dossiers pour avoir un aperçu de son historique, de ce qui a été fait, etc. Et cette dame, en fait, c'est quelqu'un qui avait ouvert son DMP depuis un long moment. Et elle lui dit, je vais vous donner, on va regarder mon DMP ensemble, si vous voulez, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de mes données. Et là, le médecin en fait lui explique que non, ça ne va pas être possible parce que le DMP est un outil trop compliqué. Ça prend beaucoup trop de temps par rapport aux consultations que lui doit donner. Et finalement, il a demandé à cette patiente-là de revenir avec tous ses papiers imprimés. Donc, je pense qu'il y a un problème il y a aussi la question de la culture du numérique qui n'est pas suffisamment ancrée en France, en tout cas. Et il y a de gros progrès à faire à ce niveau-là. Et ce manque de culture du numérique, en fait, ça affecte les pratiques, mais ça affecte aussi l'organisation des soins sur un territoire donné. Ça impacte notre manière de faire de la prévention, d'aller promouvoir des choses comme la vaccination, par exemple, quand on travaille dessus chez NIL. C'est le sujet qui me vient en tête. Mais voilà, ces trois aspects. La subsidiarité, la protection des données et la culture du numérique. Et peut-être que dans le chat, il y en a qui voient d'autres choses et je serais curieux aussi d'avoir votre analyse sur cette question. Donc si on revient à la slide. Donc stratégie numérique pour l'Europe en 2010. En 2015, la constitution du marché unique, on en a beaucoup parlé. En 2016, l'application des premières mesures, c'est ce que je viens d'évoquer. Puis en 2020, on a une nouvelle stratégie numérique en matière notamment d'intelligence artificielle et d'utilisation des données. Et il y a des enjeux à tous les niveaux de la santé. Donc, il y a tout le côté organisation territoriale des soins ou la santé que vous pouvez avoir, mais dans le champ de la science en tant que telle, de la recherche en santé, de la publication scientifique, on a aussi des enjeux importants à ce niveau-là sur le partage de données, sur la coopération entre différents chercheurs de différents États membres, etc. etc. D'ailleurs, pour accéder à des fonds en lien avec la recherche, des fonds européens en lien avec la recherche, les équipes doivent être il doit y avoir une collaboration entre des chercheurs de différents États. Ok. Et on arrive sur la fin. C'est la dernière slide. Covid-19, test grandeur nature. En fait, la crise sanitaire, c'était le moment pour l'Union européenne de donner une réponse forte en matière de numérique. Pour plusieurs raisons. Sur le champ de la coopération entre les États, est-ce que on allait avoir des applications qui allaient être développées par plusieurs États, une application par État, ou est-ce qu'on allait avoir une seule application
qui allait être déployé en lien avec la Commission européenne et la DG Santé de la Commission européenne. Bon, finalement, c'est la première solution qui a été retenue, ce qui a posé la question de l'interopérabilité. Est-ce que finalement, on n'aurait pas du tout de coopération entre les États et les systèmes d'information de collecte qui allaient être utilisés par les différentes applications, ou alors on allait se mettre autour de la pour rendre les différentes applications interopérables. Et sur des questions un peu plus éthiques, je parlais tout à l'heure, donc quels seront les usages des données récoltées? Cette question-là, en fait, elle soulève plein d'autres questions, dont l'une est, je pense, donc, et là on voit tous les impacts, que peuvent avoir que peut avoir la société sur l'utilisation du numérique. Et c'est quelque chose de tout bête. Non, c'est pas tout bête parce que c'est quand même conséquent, mais vous voyez que le manque de confiance qu'il peut y avoir, par exemple, entre des citoyens et l'État, c'est quelque chose qui empêche le bon déploiement d'une solution numérique. Donc, il y a toute la question du débat démocratique autour de, là en l'occurrence, autour de l'application Covid, mais qui sont pas à négliger parce que les gens veulent de la vie privée, les gens ne sont pas forcément culturés à la question du numérique, aux outils numériques. Et quand on a ce problème de confiance, on ne veut pas confier nos données à l'État. On a cette barrière-là que j'évoquais tout à l'heure. Donc le contexte social, socio-économique est très important dans la manière de déployer différents outils numériques. On a aussi la peur de perdre la proximité entre un service public et puis le citoyen lambda. Et typiquement les impôts, je parle beaucoup des impôts parce que maintenant j'en paye. On voit que certaines générations qui étaient habituées à aller au trésor public, faire leurs déclarations, etc., ce contact, cette proximité, ça leur manque. Et quand je regarde comment réagit mon père par rapport à faire sa déclaration en ligne et par rapport à moi, comment je réagis, je me dis qu'on voit que finalement, le problème de la question de la culture du numérique est relativement importante. Il y a eu beaucoup de débats autour de l'application Covid. Je vous parlais notamment de Google et Apple tout à l'heure qui avaient proposé leur solution numérique pour développer cette application, une application de tracing. Yes, gros fossé générationnel, exactement Vincent. Et même dans nos générations, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec la question numérique. Il y a un fossé générationnel, et il y a aussi un fossé entre le citoyen qui vit en ville et le citoyen qui est plutôt isolé à la campagne. Et j'avais participé à une conférence qui avait été faite par un think tank qui s'appelle Démocratie Vivante, qui parlait justement de cette rupture qu'il pouvait y avoir dans le champ du numérique entre les citoyens urbains et des citoyens ruraux. Donc, fossé générationnel et parfois la géographie a aussi un gros impact. Oui, donc je vous expliquais tout à l'heure que les GAFAM, donc Google, Apple, avaient la volonté de développer leur propre application et de la proposer. Et les États, certains États ont refusé de l'utiliser, dont l'Italie a accepté de le faire. Mais on voit là
qu'il y a il y a une vraie question autour de la souveraineté numérique des États, en fait, qui sont plus concurrencés. C'est plus une concurrence qu'on a entre différents États, on a une concurrence entre l'État et des grandes plateformes privées. Et la question qui se pose très légitimement là aussi, c'est qui sera le gardien de nos données, dans la mesure où on part du principe que finalement l'entrée dans l'ère numérique, la transition numérique, est quelque chose qui est inévitable. Est-ce qu'on va confier nos données à des institutions privées? Est-ce qu'on va confier nos données à l'État? Mais si on les confie à l'État, est-ce qu'on n'a pas des risques de dérive? On le voit en Chine, par exemple. Je ne pense pas qu'en France, on soit exposé à ce genre de choses. Et si mes données vont dans la sphère privée, qu'est-ce qui sera fait de mes données, notamment de mes données de santé? Est-ce qu'elles ne seront pas vendues à des complémentaires santé qui vont pouvoir ajuster leur contrat? Bon, le code de la mutualité l'interdit. Donc en France, ce ne sera pas possible, mais dans d'autres pays européens, on n'est pas aussi protégé que ce qu'on est en France. Donc c'est des questions qui se posent. Donc cette concurrence entre l'État et les grandes plateformes. Et parfois, en y pensant, c'est un peu flippant de se dire que des entreprises concurrencent des États. Donc finalement, c'est le choix qui a été fait par les différents États, ça a été que chacun développe sa propre application. Et c'est que très récemment, on est le 29, donc le 16 juin, il y a 13 jours à peine, que les différents États membres ont trouvé un point d'accord sur des techniques pour assurer l'interopérabilité entre les différentes applications. Donc, vous n'avez pas besoin de télécharger d'application si jamais vous êtes normalement, enfin sur le papier, les applications sont interopérables. On n'a pas besoin de télécharger l'application du pays membre dans lequel on se rend si jamais on se déplace au sein de l'Union européenne. Et on va voir si les États membres, on ne le sait pas encore, mais on verra bien si les États membres finalement vont réussir à relever ce défi de l'interopérabilité. Donc voilà, c'était ma dernière diapo. Vous voyez qu'il y a énormément d'enjeux autour du numérique et pas que des enjeux qui sont liés à l'accès aux soins. Enfin, quand vous pensez numérique en santé, je pense qu'il faut avoir en tête déjà des enjeux économiques, parce que la santé, finalement, tout autour de la santé, il y a toute une activité économique qui potentiellement est boostée, avec la e-santé, est boostée par le numérique. Il y a la question de la souveraineté numérique qui est ultra importante, mais là plutôt pour les États, qui sous-entend la question de la subsidiarité des États en matière de santé. Et le troisième point, c'est toute la question de la géopolitique. Finalement, nos espaces, et je le vois de plus en plus dans mon activité professionnelle, on a nos espaces d'influence au sein au sein des ministères, au sein des instances parlementaires, sénatoriales, etc., etc. Mais il y a de plus en plus d'espaces d'influence qui sont sur le numérique, et qui dit territoire numérique, dit sécurité, cybersécurité. Et finalement, les conflits sont moins physiques aux frontières comme on pouvait l'avoir à l'époque, mais sont plutôt numériques. Et on le voit notamment avec des cyberattaques régulières. Plus récemment, sur un hôpital, je ne sais plus quel hôpital a été attaqué. Et je ne sais pas si des données de santé ont été
ont été volées ou pas, mais vous voyez que ben, ça redistribue un peu les cartes de la géopolitique. Merci à tous. Merci à tous pour votre documentaire là-dessus, où les hackers montrent que c'est très facile à faire. Mais oui, c'est très facile à faire et ça. Enfin, c'est des mini-guerres, entre guillemets, que nous, on ne voit pas forcément, mais qui se posent et qui sont là. D'ailleurs, il y a une zone ultra stratégique en Europe, au sein de, enfin non, pas au sein de l'Union européenne. En Europe, c'est toute la frontière qu'il y a entre l'Eurasie. Donc, en fait, c'est des pays ex-URSS notamment, et l'Union européenne. On a tous des pays frontaliers entre ces deux grandes zones, où là, pareil, on a des espaces d'influence qui sont impactants pour la France, mais qui sont pas sur le territoire français. Donc là, c'est pas du numérique, c'est plutôt de la politique, où on va essayer de faire des accords, de conclure des accords économiques, de libre-échange entre ces nations et l'Union européenne, pour éviter que ces nations aillent du côté de l'Eurasie. Et c'est un frein à l'expansion de l'Union européenne, par exemple. Donc, voilà pour les questions numériques qu'il y a au sein de l'Union européenne. Pas grand-chose à rajouter de plus. Merci pour votre attention et sachez que j'ai pas mis mes coordonnées. Mais, vous pouvez m'écrire, je ne sais pas où je peux. Ah si, je peux mettre ça en commentaire. Donc n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous êtes intéressé par ces questions européennes. Je pourrais vous envoyer de la ressource et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Oui, Marianne, vas-y. Alors, est-ce que selon toi, pour le recueil des données, il serait envisageable un partenariat public-privé au niveau européen, où il faudrait que ce soit que géré par les instances publiques? Alors, je pense qu'avant la question du partenariat public-privé, il faut régler la question de à quelle échelle on gère les données, notamment les données de santé, en l'occurrence, quand on parle de santé, mais les données de manière générale. Est-ce qu'on peut donner une compétence à l'Union européenne en matière de récolte des données, ou est-ce que, comme pour la santé, on va voir quelque chose qui va se jouer plutôt au niveau de l'État? Il y a une troisième possibilité, et on a vu ça avec Malte, qui est plutôt en avance d'ailleurs sur la question du traitement des données. Mais par exemple, entre Malte et, il me semble, la Slovaquie, tout citoyen qui va voyager en Slovaquie, en fait, voit ces données, et notamment ces données de santé, transférées à la Slovaquie. Donc la Slovaquie va pouvoir avoir accès à ces données de santé. Donc l'objectif, il est noble, hein, c'est de dire, s'il lui arrive un problème, le système slovaque a l'ensemble des données de ce citoyen maltais. Et donc la troisième solution, ce serait d'avoir plutôt des accords ou multilatéraux entre différents États sur le partage de données. Et à partir de là, on pourra se poser la question d'un partenariat public-privé, même si là, à chaud, je ne vois pas l'intérêt pour le privé d'envisager un partenariat
avec le public dans la mesure où, où il génère une quantité énorme de données, mais par tous les moyens. Ça veut dire que déjà les données de l'assurance maladie sont publiques, même si elles sont anonymisées. Tu es bien placé pour le savoir. Mais quand un laboratoire ou une start-up génère un dispositif médical connecté, par exemple, eh ben, elle génère de la data qui, pour le coup, rentre pas dans le champ du public. Il y a une collaboration directement avec des acteurs de terrain, donc des professionnels de santé, mais la donnée reste privée. Quand j'installe une application santé sur mon téléphone, pareil, j'ai un Samsung, Samsung récolte, j'utilise leur application, Samsung récolte des données personnelles sur moi. Quand j'utilise Google Maps, Google en fait de même. Donc, je pense est en mesure de capter un nombre incommensurable de données personnelles qui va bien au-delà que ce que la sphère publique est en mesure de faire. Oui, oui. D'ailleurs, il me semble que ce n'est pas un opérateur public qui va gérer le Health Data Hub. Je te laisse me corriger, Marianne, si jamais je me trompe. Mais il me semble qu'il y a eu un appel d'offres pour la gestion de la plateforme du Health Data Hub. Et c'est un petit peu ce qu'on a avec le Sésame Vital aussi, il me semble, qui n'est pas géré par un organisme public. Donc voilà pour... Oui, ok, parfait, je ne me suis pas trompé. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai fini mon exposé. Comme je l'ai dit, je reste à votre disposition. Et donc n'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin, question, ou même si vous avez des thématiques qui vous inspirent particulièrement sur le champ du numérique et que vous voulez les développer, n'hésitez pas à en faire part à l'ANEP ou à moi directement. Et puis, on va pouvoir traiter ça dans le cadre de l'Europe de la santé, du think tank. On est très ouvert, d'ailleurs, le think tank est ouvert, totalement gratuit. Et l'objectif, c'est de faire porter une vision rénovée du système de santé en France et en Europe. Et une vision qui serait portée par les jeunes et futurs professionnels. Merci pour votre attention. J'espère à très bientôt. Merci beaucoup Younes et merci aux participants. Et puis du coup bon appétit je suppose. Yes. Est-ce que j'aurai encore accès au truc pour déposer de la doc Non, mais si tu veux, envoie-les-moi et on pourra les poster sur le groupe participant. Ok, ça marche. Je fais ça. À très bientôt. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.